Bienvenue dans ce 16e épisode des vérités interdites du baron sinistre. Le loup-garou, bête ou homme maudit. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager, republier, commenter. Ça nous aide énormément et vous ne manquerez aucun des prochains épisodes. Bien, j'ai assez parlé. Je vous laisse avec le baron. Bonne écoute. Bonsoir, vermine. Avant de commencer cet épisode des vérités interdites consacré au loup-garou, il me faut vous inviter à nouveau à vous abonner à mon canal, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Spotify, où vous pouvez mettre 5 étoiles. Et je profite de cet épisode des vérités interdites pour vous dire que j'ai lancé un nouveau type de podcast. L'horreur est humaine. Dans cette nouvelle émission, je vous raconterai des histoires concernant votre espèce, des déviances, du true crime, mais aussi des crimes de guerre, des délires scientifiques. Sur Spotify, il s'agit d'une nouvelle émission. Elle sera en partie disponible sur TikTok. Le premier épisode concernera Edward Theodore Ed Gein, dont la série Monster de Netflix fait une caricature. Bien donc, je vous attends, n'hésitez pas à partager, à commenter, à aimer. Enfin, ne faites pas vos radins. Abonnez-vous, c'est gratuit. Bien. Installez-vous confortablement. Bien. Car lorsque la nuit tombe, que la lune s'arrondit et blanchit vos visages, un frisson parcourt vos échines. Dans l'imaginaire collectif, c'est l'heure du hurlement. C'est l'instant où l'homme se tord, où ses os craquent, où ses mains deviennent griffes, où ses crocs luisent dans l'ombre. Mais d'où vient ce mythe du loup-garou? Est-ce une superstition du Moyen-Âge? Ou bien un cauchemar plus ancien encore, venu de la nuit des temps? Ce soir, mortel, laissez donc le père du macabre vous guider. Voici la vérité interdite de l'homme ou la femme qui devient une bête. La nuit, quand vos chiens hurlent et que la lune éclaire vos campagnes, une peur ancestrale s'empare de vous. Le mythe du loup-garou n'est pas seulement un conte de grand-mère, c'est une histoire qui traverse les siècles. Depuis la Grèce antique jusqu'à l'obscurité de vos salles de cinéma. Ce soir, je vous livre la vérité interdite de cette créature née de la peur des loups, du poids des religions, de celui de la maladie et surtout née, comme souvent, de vos propres imaginations. Alors Lycaon
et la naissance du mot lycanthrope, car Lycaon n'est pas seulement ce chien sauvage africain. Revenons, si vous le voulez bien, dans la Grèce antique. Il y a plus de 2500 ans. Jésus-Christ lui-même n'avait pas encore porté sa première couche. Et pourtant déjà, les Grecs à cette époque aiment raconter des histoires pour expliquer les mystères du monde. C'est ainsi qu'ils disent qu'en Arcadie, une région montagneuse, sauvage, pleine de forêts et de loups, régnait un roi nommé Lycaon. Ce roi était réputé pour sa cruauté. Pour mettre Zeus, le roi des dieux, à l'épreuve, il aurait osé cuisiner de la chair humaine. Oui, Lycaon aurait servi à Zeus un ragoût d'enfant pour voir si le dieu reconnaîtrait l'horreur de la recette. Zeus, furieux, le foudroya, le transformant ainsi en loup. Et voilà, ici va naître le premier homme-loup de l'histoire, Lycaon. Punition divine pour un crime contre nature. Et de ce mythe vient donc, vous l'aurez deviné, le mot lycanthrope, littéralement l'homme-loup. Petite parenthèse, vous remarquez quand même que les tabous humains existent quasiment depuis aussi longtemps que l'humanité. La peur de la mort, ainsi que la peur de l'anthropophagie, tout ce qui a pour énormément, pas toutes, non, pas toutes les civilisations humaines, semblé contre nature, a fait naître depuis la nuit des temps de votre espèce mythes, croyances, légendes et folklore. La Grèce n'est pas la seule à imaginer ce type de métamorphose. Chez les Vikings, certains guerriers, les Ulfhetnar, j'ai peut-être pas l'accent, essaye de le dire mieux, les Ulfhetnar portaient des peaux de loup. Ils entraient dans des transes guerrières si violentes qu'on croyait qu'ils devenaient vraiment des bêtes sauvages. Ce n'étaient pas, je vous l'accorde, des monstres surnaturels, mais dans l'imaginaire des peuples, ces hommes n'étaient plus vraiment humains non plus. Plus loin encore, chez les peuples amérindiens, on retrouve des récits de sorciers capables de se changer en animaux. Oui, des animagus, Harry Potter n'a rien inventé. Chez les Navajos, ce sont les skinwalkers, un peu d'étymologie anglaise, les marcheurs de peau. Les skinwalkers, ou skinwalkers, à ne pas confondre avec Anakin Skywalker, celui qui marchait sur le ciel. Enfin bref, je m'égare. Les skinwalkers étaient des êtres qui volaient la peau d'un animal pour en prendre l'apparence. Voyez-vous, mortels, l'idée qu'un être humain devienne bête, qu'il perde sa raison pour se fondre dans l'instinct, est universelle. Mais avançons à présent dans le temps de votre humanité pour arriver jusqu'au Moyen-Âge européen. Le Moyen-Âge, c'est une époque de peur. Et de peur au pluriel.
À cette époque, les loups rôdent dans les campagnes, volent les bêtes, parfois même s'en prennent aux enfants. Bon, alors, petit aparté quand même. Vos cultures ont diabolisé les loups grandement. Alors qu'ils s'en prennent aux troupeaux, certes, mais aux êtres humains, les attaques de loups sont très peu documentées. Non, mais il faut rester factuel, les gars. Hein. Il ne faudrait pas me mettre sur le dos l'extinction d'une espèce vivante qu'on est en train à peine d'essayer de réintroduire dans son écosystème. Je fais cet aparté, mais c'est vrai que le loup a plus tendance à avoir peur des êtres humains. Après, je dis pas, ce sont des prédateurs. Hein. Le gosse boiteux ou le vieillard qui se perdait ou la femme ou l'homme estropié tout seul pouvait se faire bouffer. Mais encore, c'est très très mal documenté. Et ici, la légende... Enfin, bref. Beaucoup de tueurs en série se sont fait passer pour des loups. On en parlera dans l'émission un jour, dans L'horreur est humaine. Enfin, si elle fonctionne, parce que je veux pas enchaîner les podcasts pour rien non plus. Bref. Une vérité est certaine, au Moyen-Âge, mérité ou non, le loup, c'est l'ennemi numéro 1 des paysans. Alors imaginez l'horreur si un homme pactise avec le diable pour devenir lui-même un loup. C'est alors que l'Église, eh oui, l'Église, toujours elle, oui, vous avez remarqué, durant les épisodes précédents, que dès qu'il y a un truc à jouer avec les croyances et les peurs, l'Église, l'Église n'est jamais très loin. Enfin bref, toujours est-il que cette dernière va, comme de beaucoup d'autres, s'emparer de cette peur et, comme beaucoup d'autres, l'associer à la sorcellerie. En 1573, en 1573, un homme nommé Gilles Garnier. Je ne sais pas si c'est l'ancêtre du type qui coiffe les femmes et les hommes chez vous, j'ai pas d'informations là-dessus. Toujours est-il que c'était un ermite vivant près de Dole, en France. Il était accusé d'avoir attaqué et dévoré des enfants. Puis là, on voit le chaperon rouge. Les mythes et le folklore humain, ce sont des trucs cousus entre eux, vous pouvez pas savoir, c'est passionnant. C'est pour ça que j'adore vous les révéler et vous les conter. Donc, Gilles Garnier, pas celui des laboratoires capillaires, est accusé d'avoir attaqué, dévoré des gosses. Des enfants, hein, les Québécois, n'ayez pas de pensée, je vous connais. Les témoins jurent qu'ils ont vu Gilles se transformer en loup. Hein. Je ne sais pas quelle drogue prenaient ces gens, mais ils l'ont juré. À l'époque, un témoignage comme ça sur le coin d'une table en bois, c'est suffisant. Hein. Alors le mec est arrêté, jugé, brûlé vif. Ah oui, le bilan carbone, si on avait continué comme ça, serait encore pire aujourd'hui qu'il ne l'est actuellement. Hein. Mais Gilles Garnier, était-il vraiment un monstre ? Oh, c'est compliqué à croire quand même, hein, même en faisant beaucoup d'efforts. Donc, est-ce que c'était pas plutôt un marginal, tout simplement ? Accusé à tort. L'histoire ne le dit pas, parce que qui a écrit l'histoire à ces moments-là ? Les abbés, tout ça, donc l'église n'allait pas dire on a brûlé un pauvre mendiant, hein, celui-là même qu'on aurait dû aider. Non, ils ont dit bon, le mec s'est transformé en loup, on l'a cramé, posez pas trop de questions. En tout cas, sa mort, aussi injuste soit-elle, elle va nourrir la légende. Encore plus terrible. En Allemagne, en 1589, le procès de Peter Stump, appelé le loup-garou de Bedburg. On raconte qu'il possédait une ceinture de peau enchantée.
donnée à lui par le diable, vous avez deviné. Cette ceinture lui permettait de se changer en loup. Peter Stump est accusé de meurtre, de cannibalisme, d'inceste. Sa condamnation est atroce. Il est roué, décapité et brûlé. Ces récits, qu'ils soient vrais ou non, forgent l'idée d'un loup-garou démoniaque, serviteur de Satan. Vous imaginez certainement une scène mythique du loup-garou, n'est-il pas? Oui. Quand on parle de loup-garou, à quoi pense-t-on? Presque avant tout à la pleine lune, bien sûr. Pourtant, la pleine lune est un mythe plutôt moderne. Vous imaginez déjà certainement la scène. Un homme regarde la pleine lune, il se tord de douleur, hurle à la mort et se change en loup. Eh bien, détrompez-vous. Dans les récits anciens, il n'est jamais, au grand jamais, question de lune pleine en croissant ou en chocolat. Cette idée n'apparaît qu'au XXe siècle, avec... Ah, est-ce que vous avez suivi l'épisode précédent, hein? Si ce n'est pas le cas, je risque fort de vous casser la gueule. Avec le cinéma, bien répondu, toi qui suis les émissions avec assiduité. J'espère que tu es abonné. Pourquoi? Eh bien parce que la lune est déjà associée à la folie. Le mot lunatique, par exemple, vient de là. Et parce que un hurlement sous la lune, c'est une image qui claque sa mère pour le grand écran. Donc voilà, la lune qui transforme l'homme ou la femme en bête est aussi mythologique que le soleil qui détruit le vampire. C'est-à-dire qu'elle ne se trouve dans aucun mythe ou récit écrit folklorique, mais bien uniquement dans des scénarios de films projetés sur grand écran. Comme toujours, abordons un petit peu la science humaine derrière le mythe. Car, comme souvent, derrière le monstre, il y a aussi la médecine. Connaissez-vous la lycanthropie clinique? La lycanthropie clinique est une maladie mentale rare, où les patients croient vraiment être des loups. Ils rampent, ils mordent, ils hurlent. Connaissez-vous l'hypertrichose? C'est une maladie génétique cette fois, qui recouvre le corps de la personne atteinte de poils. Mais alors des poils à tous les niveaux. Là, ah oui, non, là ça alimente l'imaginaire. Au Moyen-Âge, on les exhibait comme des monstres de foire, comme des hommes singes ou des hommes loups. Alors ajoutez à cela les peurs collectives et les histoires de loups qui hantaient les villes et les campagnes, vous secouez dans un checker d'imagination et vous avez un cocktail parfait pour inventer des monstres. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est le cinéma qui va donner naissance au loup-garou moderne. En 1941 va sortir le film The Wolfman, The Wolfman, l'homme-loup, quoi. Des studios Universal, oui, les mêmes qui ont créé Dracula
et Frankenstein. Ils ont senti le filon, ces gens. Ils ont du pif, ils ont du nez. C'est donc Universal qui invente la formule que vous croyez millénaire. La morsure contagieuse, la pleine lune, la transformation douloureuse. Puis les films multiplient les versions. The Howling dans les années 80, avec des métamorphoses sanglantes. Underworld, qui oppose la guerre ancestrale entre les loups-garous et les vampires. Twilight, plus édulcoré, mais où les loups-garous deviennent des héros adolescents au torse, ayant éprouvé les machines des salles de sport. Bref, le cinéma façonne plus votre idée du loup-garou que tous les récits anciens réunis. Votre imagination, que vous croyez pétrie d'histoires séculaires, millénaires et ancestrales, eh bien en fait ce sont des histoires du XXe siècle du cinéma. Mais la question que vous seriez légitime à vous poser, vous serez même plutôt brillant et brillante si vous vous la posiez. D'ailleurs, du coup, je suppose que vous la posez. Mais elle est simple. Au fond, me direz-vous, pourquoi ce mythe fascine-t-il autant? Vous connaissez la réponse. Comme les autres, comme le vampire, comme le monstre de Frankenstein. Le loup-garou ne parle pas de monstre, il parle de vous, mortels. Le loup-garou, ce n'est pas comme Frankenstein, l'image de la peur de la mort pour le médecin qui créa le monstre, et pour son monstre, l'histoire encore très humaine de la peur de l'autre, du rejet de la différence qui peut provoquer chez le meilleur ou la meilleure d'entre vous qui serait confronté des comportements cruels et monstrueux. Ce n'est pas non plus votre rapport à la sexualité, à l'intimité et au sang comme le vampire. Non. Le loup-garou, c'est une autre facette de votre humanité. Le loup-garou, c'est l'image de votre instinct animal. La preuve que sous vos jolis vêtements, que sous vos lois, que sous vos manières, finalement, vous restez des bêtes, comme toutes les autres qui peuplent cette petite terre. La métamorphose, qu'est-ce qu'elle symbolise? Qu'est-ce qu'elle est, si ce n'est finalement la perte de contrôle? L'homme poli qui, sous l'effet de la rage, devient un prédateur. Je vous l'ai dit, on a imputé beaucoup d'abominations commises sur les enfants, les femmes et les personnes âgées à des loups, alors que bien souvent, c'était des êtres humains qui se cachaient derrière tout cela. Même le cas de la bête du Gévaudan a beaucoup de zones d'ombre. Ça, nous y reviendrons dans L'horreur est humaine un jour. Et c'est pour cela que le loup-garou n'a jamais cessé de vous hanter. Il vous hante parce que toutes et tous, à un moment donné de votre vie, derrière vos sourires courtois et vos manières polies,
vous avez ressenti une rage irrépressible envers l'un ou l'une de vos semblables. Vous avez ressenti le besoin de vous venger, le besoin de violenter, le besoin de devenir prédateur assoiffé de sang. Ne vous en cachez pas, c'est humain. Le loup-garou vous fascine, car il représente ce tabou en vous qui se libère. Voilà, vermine adorée. Le loup-garou n'est pas seulement un monstre à poil et à crocs, c'est un mélange de mythes grecs, de peurs paysannes, de procès sanglants, de religions, de maladies réelles et de fantasmes hollywoodiens. Il incarne cette vérité interdite. L'être humain n'est jamais très loin de la bête cruelle. Bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous laisser comme à l'accoutumée avec la petite chanson qui va bien. Je vous réincite, c'est important, à soutenir le baron sinistre, père du macabre, seigneur des peurs, mais pas de l'internet. Alors on va pas se faire connaître tout seul. Si vous appréciez, que ce soit les podcasts, que ce soit le gaming où je tourne l'horreur en dérision, les gens sont peu à le regarder sur YouTube, mais ils se marrent bien d'après les retours. Que ce soit les chansons qui vous font danser, que ce soit les vidéos YouTube, les podcasts, les vérités interdites, peu importe le contenu que vous consommez de ma modeste collection, la web-série sur les vampires peut-être, Balcifer, il y a de quoi binge-watcher toute la période d'Halloween. En à peine 2 mois, c'est quand même fort. Alors, un peu de gratitude. On vous demande pas de l'argent, on vous demande du temps pour quelque chose que vous semblez apprécier. Republiez, partagez, commentez, mettez des étoiles, allez sur Spotify, où que vous soyez, encouragez la création des conteurs et conteuses de tous ceux et toutes celles qui créent du contenu, ici en plus gratuitement, pour vous divertir. Enfin, c'est un peu de bon sens. Merde, y en a marre des ingrats et des ingrates. Si vous êtes radin, c'est gratuit, et si vous n'êtes pas très doué, demandez à vos gosses de vous aider. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'excuses. Bien. Je vous donne rendez-vous plus rapidement que prévu, car, comme je vous l'ai dit, je voudrais vous parler de la monstruosité, j'en ai la gorge, tu peux pas savoir. De la monstruosité humaine. Voilà. Donc, la nouvelle émission s'appelle « L'horreur est humaine ». Non, c'est un jeu de mots avec « l'erreur est humaine ». Tu sais, c'est chiant de trouver des noms d'émissions originaux. Voilà, oui, originaux, parce que émission, c'est féminin, original, monstre, originaux, des noms. Enfin, écoutez, j'en ai marre, maintenant, je crois que ça s'entend. Je vous ai raconté votre histoire. Et je dois faire encore l'histoire d'Edgin pour vous la proposer dans... l'horreur est humaine. Jeu de mots avec l'erreur est humaine, vous l'aurez tous et toutes comprise. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vérité interdite de votre serviteur. La lune éclaire mon secret. Le sang frémit, la bête naît. J'étais un homme, chair fragile, la nuit m'a fait son indocile. Sous chaque cri, mes os se brisent.
voix se plie à mes griffures. Vos cris nourrissent ma morsure. Impact ancien livre et mon courroux. Au clair de lune, je deviens fou. Je suis le loup-garou hurlant, l'enfant du fer et du tourment. Sous la pleine lune, je m'éprends, le baron sinistre règne au-dedans. Des juges ont crié sorcellerie. Ils m'ont promis au feu à l'oubli. Mais dans les flammes je subsistais. Car dans vos peurs je renaissais. Je suis le loup-garou hurlant, l'enfant du fer et du tourment. Sous la pleine lune, je m'éprends, le baron sinistre règne au-dedans. Un cri s'élève, le ciel s'effraie, mes crocs éclatent dans vos veillées. Bête et humain, je suis miroir de vos instincts et de vos soins.